Au large de la côte de la Géorgie, à des centaines de kilomètres au sud de New York, la capitale bancaire du monde, se trouve l'île Jekyll, une retraite d'hiver pour les personnes riches et célèbres. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international J.P. Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. L'histoire de l'île Jekyll est l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle. Vous avez ces banquiers qui prennent ensemble un train réservé à Hoboken. Imaginez 5 des banquiers les plus importants du monde dans le même train. Les journalistes voulaient savoir ce que cela cachait, mais pendant des années, le secret est resté impénétrable. C'est à la demande du célèbre poète Ezra Pound que Eustace Mullins commence sa propre recherche sur les origines véritables de la Réserve fédérale. Plusieurs des jeunes amis artistes et écrivains d'Ezra Pound sont morts durant la Première Guerre mondiale. Il voulait comprendre pourquoi ils étaient morts. En fouillant chacun des livres dans chacune des allées de la section économie de la librairie du Congrès, je suis tombé sur un petit magazine qui racontait l'histoire de l'île Jekyll. Quand je l'ai apporté à Ezra Pound, il était aux anges. C'était la découverte la plus importante de sa vie. Ezra Pound appelle cette histoire le plus grand roman policier du XXe siècle. Mais pourquoi? Andrew Gray, le petit-neveu de l'un des 6 hommes qui ont comploté pour la création du système de réserve fédérale, se moque de ceux qui parlent de cabale secrète. Je me demande pourquoi la réunion de l'île Jekyll doit nécessairement être vue comme un complot. Et d'abord, mentionnons que la nécessité de confidentialité ne veut pas forcément dire qu'il y a conspiration. Les lois importantes ne peuvent pas être élaborées sur la place publique. En 1910, il se donne le nom de Club de l'île Jekyll. Ensemble, les membres représentent 1/6 de la richesse mondiale. Ils désirent tellement que les réunions restent secrètes qu'ils utilisent des noms de code même entre eux. Pour les initiés, la phrase « Nous allons en Jamaïque » veut dire qu'ils se rendent à l'île Jekyll. L'excuse pour justifier le tout a été la crise monétaire de 1907, qui a été manigancée par Jacob Schiff et Rockefeller pour prendre le contrôle de sociétés qui les intéressaient. Ils ont dit « Nous venons de vivre une autre crise nationale, nous devons élaborer une réforme bancaire ». La naissance du système de réserve fédérale a eu lieu en secret sur l'île Jekyll en Géorgie. Le sénateur Aldrich, qui était le président de la commission monétaire, y était. Je connaissais son fils Winthrop Aldrich, qui était le président de la banque Chase. Le plan Aldrich, comme on l'appelle au début, reçoit une telle opposition de la part des démocrates et des progressistes comme William Jennings Bryan que malgré les pressions intenses des grands financiers, le projet de loi n'est pas adopté. Une fois que le plan Aldrich a été mis de côté, les banquiers ont tout de suite mis en œuvre leur plan B. Comme ils n'avaient pas réussi avec un président républicain, il fallait le faire passer avec un démocrate. En 1912, nous avions un président républicain très populaire du nom de William Howard Taft. Les banquiers avaient besoin de Woodrow Wilson pour faire adopter leur loi. Wilson n'avait pas de charisme, il ne faisait pas le poids contre Taft. Teddy Roosevelt. He was an explosion upon the political scene. Dynamic, outspoken, warm, colorful, exciting, inspiring. And under the surface was a man of ideals. On peut dire que J.P. Morgan avait Theodore Roosevelt dans sa poche. Son bras droit, George Perkins, le vice-président de sa banque de New York, vivait à la Maison-Blanche. C'était son agent de liaison avec le président. Ils ont donc tiré Theodore Roosevelt de sa retraite et il a formé le Parti progressiste, ce qui a scindé le Parti républicain et a permis l'élection de Woodrow Wilson. C'était le seul moyen d'arriver à leur fin.
Tout de suite après son élection, le président Wilson a convoqué une session spéciale du Congrès pour abolir le tarif protecteur, qui était l'une des assises de ce pays. Il a ensuite instauré l'impôt fédéral sur le revenu. Puis, pour compléter cette révolution, il y a eu la création de la Réserve fédérale en décembre 1913. La plupart des sénateurs étaient retournés chez eux pour Noël. Dans le milieu législatif, c'est ce qu'on appelle une opération bien huilée. Toute l'affaire s'est passée sans tambour ni trompette. Le président a signé, c'est devenu une loi de notre pays. Un des opposants les plus farouches de la Réserve fédérale était le représentant du Minnesota, Charles Lindbergh. C'était le père de Lucky Lindbergh, le premier homme à traverser l'Atlantique en solitaire. Lindbergh s'est battu comme un tigre et a dit de la loi de la Réserve fédérale que c'était le pire crime législatif jamais commis dans l'histoire des États-Unis. Et il avait peut-être raison. Dès 1916, le président Wilson commence à avoir des remords. Il déclare « La croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Vers la fin de sa vie, Wilson admet qu'il a été trompé et qu'on l'a forcé à signer cette loi. On prétend qu'avant de mourir, il a murmuré « J'ai involontairement ruiné mon gouvernement ». Selon la loi, lorsque des gens se concertent pour voler quelqu'un, c'est une opération criminelle. Ça ne peut pas être autre chose. Peu importe ce qui arrive par la suite, on ne peut pas effacer ces débuts criminels. Voilà ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, un syndicat du crime. C'est comme ça depuis le début. La création de la Réserve fédérale représenterait donc une prise de contrôle des États-Unis par un groupe de financiers internationaux. La Réserve a été créée pour servir les intérêts de quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Mais les intérêts de qui? Ce n'étaient pas les intérêts du milieu bancaire américain, mais ceux du milieu bancaire international. Les Morgan avaient des avoirs à l'échelle mondiale. Ils ont d'abord fait fortune en Angleterre et ils se sont associés aux Rothschild et à d'autres personnes.